ma mère m'a supplié de rentrer à la maison pour les fêtes. Après 8 heures de route, je suis arrivé, elle a ouvert la porte et a dit, « Tu vas garder les enfants de ta sœur. Nous partons à Hawaï », puis ma sœur a marmonné, « Les enfants, ne vous essuyez pas les pieds sur elle ». Mes parents ont éclaté de rire, mais leur sourire s'est effacé quand j'ai annoncé ce qui les a fait pâlir. Maintenant, ils me supplient de ne pas partir. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai conduit 8 heures d'affilée depuis Lyon jusqu'au fin fond du Limousin, près de Limoges, parce que ma mère m'a dit que je lui manquais. Elle ne l'a pas dit qu'une seule fois, non plus. Elle l'a dit d'une manière qui vous serrait la gorge. Message vocal après message vocal, chacun plus doux que le précédent, comme si elle s'épuisait volontairement. Elle a continué en disant que les fêtes n'étaient pas les mêmes sans la famille, que tout le monde serait là, que cela signifierait tellement si nous pouvions tous être à nouveau ensemble comme au bon vieux temps. Cette dernière partie était accompagnée de pleurs, sa voix se brisant à mi-parcours. Le genre de pleurs qui vous fait vous sentir comme un monstre si vous ne répondez pas. Je l'ai écoutée 2 fois avant de la rappeler. J'ai dit oui. J'ai dit que je viendrais. Et je le pensais vraiment, de la manière dont on pense les choses quand on a encore cet espoir tenace que peut-être les gens qui vous ont blessé peuvent aussi être ceux qui finissent par bien faire les choses. J'ai libéré mon emploi du temps. J'ai reporté un voyage que je planifiais depuis des mois. J'ai réservé une garde pour mon chien pour la semaine, le genre de personne qui envoie des photos pour que vous ne vous inquiétiez pas pendant votre absence. J'ai acheté des cadeaux, des vrais, pas des cartes cadeaux, pas des bougies de dernière minute du supermarché. J'ai choisi des choses, une pour ma mère, une pour mon père, une pour ma sœur, et même de petites choses pour les enfants parce que j'essayais de me présenter comme le genre de personne qui croyait encore aux traditions familiales. Pendant tout le trajet, je n'arrêtais pas de penser que peut-être, cette année serait différente. Que peut-être, juste peut-être, il voulait vraiment que je sois là. Pas pour ce que je pouvais faire, pas pour ce que je pouvais couvrir, juste moi. Quand je suis arrivé dans l'allée, il faisait nuit. La rue était d'un silence de mort, un de ces quartiers qui ont l'air si parfaits qu'ils semblent presque artificiels. Des couronnes sur les portes, de douces lumières sur les porches, des pelouses bien entretenues, même en hiver. Je suis resté assise dans ma voiture une seconde et j'ai regardé mon téléphone. Un texto de ma sœur, « Dépêche-toi. J'ai envie de faire pipi. » Cela n'a eu de sens que plus tard. J'ai attrapé mon sac, j'ai remonté le chemin et j'ai sonné à la porte. J'avais encore une clé datant d'il y a des années, mais quelque chose en moi ne voulait pas l'utiliser. C'était trop familier, trop chargé de sens, comme si j'entrais de mon plein gré pour être déçu. La porte s'est ouverte et ma mère se tenait là, avec un grand sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien », dit-elle vivement, comme si elle attendait une livraison. « Tu es là. » Avant même que je puisse entrer complètement, elle l'a dit, aussi nonchalamment qu'un bulletin météo, « Tu vas t'occuper des enfants de ta sœur. Nous partons à la Réunion. » Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que j'avais mal entendu, comme si mon cerveau refusait de donner un sens à ces mots. Je suis resté dans le hall, tenant mon sac, fixant son visage, essayant de trouver la chute de la blague. Mais elle s'est juste écartée comme si tout avait déjà été décidé, comme si je m'étais porté volontaire plus tôt et que j'avais oublié. Derrière elle, mon père traversait déjà le salon avec une valise. Et puis Manon est passée en tonne et débardeur. En plein mois de décembre, habillée comme si la plage l'appelait déjà. Elle ne m'a même pas regardé comme on regarde un membre de la famille qui vous a manqué. Elle m'a regardé comme on regarde un outil qu'on a enfin trouvé dans le garage. Utile, attendu. Puis elle s'est penchée vers ses enfants et a marmonné, assez fort pour que je l'entende, « Les enfants, ne vous essuyez pas les pieds sur elle. » Mes parents ont éclaté de rire. Mon père, ma mère, Manon comme si c'était une blague à laquelle j'étais censé participer. Les enfants ont crié quelque chose que je n'ai pas pu comprendre et se sont enfuis, déjà survoltés, déjà bruyants, traitant déjà la maison comme un terrain de jeu. Je suis resté là, dans l'entrée, mon sac à la main et un sentiment froid et pesant se répandant dans ma poitrine. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé, forçant ma voix à rester stable. « Vous partez à la Réunion ?» Ma mère m'a regardé comme si j'étais lente à comprendre. « Nous partons demain matin », a-t-elle dit. « Nous avons déjà les billets. C'est juste pour une semaine. Nous avons besoin que tu gardes les enfants. » Mon père est intervenu comme si c'était évident. « Ça te fera du bien. Sortir de la ville.
du temps en famille. Manon a agité la main comme si elle s'ennuyait. Ils iront bien, dit-elle. Ne les laisse simplement pas manger de guimauve après la tombée de la nuit. Ils deviennent fous. Je les ai regardés. Et vous n'avez pas pensé à me demander? Le sourire de ma mère s'est crispé. Amélie, dit-elle, un avertissement doux. Ne commence pas. Tu es là maintenant. C'est fait. Fait. Ce mot encore, le favori de la famille. Le mot qui signifie que tes sentiments sont inopportuns et que la décision a déjà été prise sans toi. Puis ma mère a ajouté gentiment, comme si elle me faisait une faveur, tu ne fais rien de toute façon, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé. Pas encore de la colère, quelque chose de plus calme. Quelque chose qui ressemblait au dernier fil qui se rompait. Parce que j'avais fait quelque chose. J'avais des projets. J'avais réorganisé toute ma vie pour cela, et ils ne s'étaient même pas souciés de savoir à quoi je renonçais. Alors, je leur ai dit. Je n'avais pas prévu de le dire à ce moment-là. Je ne l'avais pas répété. C'est juste sorti, comme si ma bouche était fatiguée de garder des secrets pour des gens qui ne m'avaient jamais protégé. J'ai reçu une offre, ai-je dit. Je déménage à l'autre bout du pays dans 2 semaines. C'est une énorme promotion pour moi, et ce sera le dernier Noël où je serai dans les parages pour un long moment. La pièce est devenue silencieuse. Mon père avait l'air d'avoir avalé un objet pointu. Le sourire de ma mère s'est brisé en deux. Manon a levé les yeux au ciel comme si ma vie était un inconvénient. Et dans ce silence, j'ai réalisé la vérité. Ils ne m'avaient pas supplié de rentrer à la maison parce que je leur manquais. Ils m'avaient supplié parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Et je venais de marcher pendant 8 heures pour tomber dans leur piège. Ma mère s'est reprise la première. Elle le faisait toujours. Elle avait ce talent pour aplanir les moments inconfortables en prétendant qu'ils n'existaient pas, comme si le déni était une tradition familiale qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies. « Oh, chérie, dit-elle, la voix soudainement plus douce, plus tendre, le même ton qu'elle utilisait quand j'étais enfant et qu'elle voulait que j'arrête de pleurer en public. C'est merveilleux. Vraiment, nous sommes fiers de toi. » Mon père a hoché la tête comme s'il était d'accord, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers les valises, vers le couloir, vers l'horloge. Manon n'a même pas pris la peine de faire semblant. Elle a émis un petit son, moitié ricanement, moitié soupir, et s'est détournée comme si mon annonce l'avait ennuyée. Puis les supplications ont commencé, et c'était si rapide, si répété, que cela ne semblait même pas me concerner. 2 semaines, c'est encore 2 semaines, a dit ma mère rapidement. Cela ne changera rien. Nous avons juste besoin de toi pour quelques jours, c'est tout. Mon père est intervenu. C'est la réunion, Amélie. Ce n'est pas comme si nous déménagions pour toujours. Nous serons de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Manon a de nouveau agité la main, déjà en mode vacances. Tu peux gérer 1 semaine, dit-elle. Tu n'as même pas d'enfant. Ce n'est pas si grave. Je l'ai regardé et, pendant 1 seconde, mon esprit est devenu vide, comme il le fait lorsque quelque chose est trop insultant pour être traité. Je n'étais pas encore en colère, pas complètement. Je me sentais vide, comme si tout l'espoir que j'avais emporté pendant ce trajet de 8 heures s'échappait par un trou que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon sac. Je ne suis pas parti en trombe. Je suis juste resté là et j'ai laissé cela me submerger comme de l'eau froide. Parce que la vérité était que j'avais déjà joué ce rôle, la flexible, celle qui laisse tout tomber, celle qu'on culpabilise pour qu'elle vienne et qu'on traite ensuite comme du personnel. La différence, cette fois, c'est que je pouvais voir le scénario entre leurs mains. Je pouvais voir les projecteurs. Je pouvais voir où ils voulaient que je me tienne. J'ai posé une question, calme et tranquille. Quand avez-vous acheté les billets? Le visage de ma mère a tressailli. Juste une petite contraction, mais je l'ai vu. Il y a un moment, dit-elle. Combien de temps, un moment, ai-je insisté. Mon père s'est éclairci la gorge. Est-ce que ça a de l'importance? Ça avait de l'importance. Ça avait de l'importance parce que cela signifiait que tout avait été planifié bien avant que ma mère ne commence à laisser des messages vocaux en pleurant. Cela signifiait qu'il ne m'invitait pas pour les fêtes. Il me programmait. Mais je n'ai pas argumenté.
pas encore. Cette nuit-là, ils ont continué à bouger autour de moi comme si je faisais déjà partie des meubles. Ma mère a donné à Manon les serviettes de la salle de bain des invités. Mon père a demandé si les passeports de Manon étaient dans le tiroir de la cuisine. Manon a crié à ses enfants d'arrêter de sauter sur le canapé. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Personne ne m'a demandé à quoi j'avais renoncé pour être là. Personne ne m'a même proposé de me faire un thé après le trajet. Quand il a été temps de dormir, ma mère a montré le sous-sol. « Tu peux dormir là-bas » dit-elle. « Nous avons transformé ton ancienne chambre en quelque chose de plus utile. » Quelque chose de plus utile. Je suis descendu avec mon sac et j'ai trouvé le sous-sol exactement comme on s'y attend quand une maison a cessé de vous faire de la place. L'air sentait légèrement la poussière et le vieux carton. Des jouets étaient éparpillés partout comme un champ de mines, des Legos, des poupées à moitié cassées, un iPad graisseux diffusant des dessins animés odieux à plein volume, même s'il était presque minuit. Un mince futon était dans le coin où se trouvait mon lit d'enfant. Le drap était froissé, comme si quelqu'un l'avait jeté là 5 minutes plus tôt. Je me suis assise sur le bord et j'ai regardé le plafond, écoutant les rires étouffés à l'étage. Ils étaient excités. Ils vibraient d'énergie de vacances. Ils faisaient leurs valises, planifiaient et me traitaient comme un problème résolu. Je n'ai pas beaucoup dormi. Le lendemain matin, la maison était un chaos. Ma mère criait à propos de la crème solaire alors qu'on était en décembre. Mon père grognait parce que l'application de la compagnie aérienne ne se chargeait pas. Manon essayait de maîtriser ses enfants tout en fourrant des encas dans un sac en toile comme si elle se préparait pour une expédition. Les enfants étaient déjà pleins de sucre à cause des céréales, courant à toute vitesse dans le couloir en réclamant leur tablette. Personne ne m'a regardé jusqu'au moment de partir. Puis, soudain, ma mère est apparue, sa valise étant déjà en train de rouler vers la porte. « Merci encore de faire ça », dit-elle, les lèvres étirées en un sourire. « Je le pense vraiment. Tu nous sauves la vie. » Elle m'a tendu une feuille de papier d'imprimante comme si elle me donnait des instructions pour arroser une plante. Heure de coucher, préférence pour les encas, une liste d'émissions qu'ils avaient le droit de regarder et qui disaient principalement n'importe quoi sauf l'horreur ou les nouvelles, comme si j'étais le genre de personne à asseoir un enfant pour lui faire regarder un documentaire criminel pour le plaisir. Manon s'est penchée, lunettes de soleil sur le nez, vivant déjà son fantasme de plage. « S'il te plaît, ne les laisse pas manger de guimauve après la tombée de la nuit, dit-elle. Ils deviennent fous. » Puis elle m'a mis un billet de 20 € dans la main et a dit, pour une pizza ou quelque chose du genre. Un billet de 20 €. Pour une semaine. Je l'ai regardé pendant une demi-seconde, puis je l'ai plié lentement, soigneusement, comme si un mouvement trop rapide pouvait me faire exploser. Ils ont reculé hors de l'allée comme s'ils fuyaient quelque chose. Mon père a klaxonné une fois alors qu'il disparaissait au bout de la rue, et d'un coup, la maison est devenue silencieuse, à l'exception du bruit de 2 enfants se disputant une télécommande. Je suis resté dans le hall, tenant le papier et le billet de 20 €, écoutant les enfants de ma sœur saccager le salon. Et cela m'a frappé d'une manière qui ne m'avait pas complètement frappé la nuit précédente, non seulement ils supposaient que je le ferais, mais ils supposaient que je ne pouvais pas dire non. Le premier jour a été brutal. Les enfants étaient bruyants, agités, ennuyés et survoltés comme seuls les enfants peuvent l'être lorsque leur routine est brisée et que leur mère est partie. Ils se sont battus pour des jouets, ont crié pour des encas, se sont plaints d'avoir faim même en mâchant. J'ai continué à essayer de maintenir le calme, la normalité, mais ils pouvaient sentir l'instabilité dans l'air. Quand l'après-midi est arrivé, mes nerfs étaient à vif. Vers 15 h, je suis allé chercher le mot de passe du Wi-Fi parce que l'iPad n'arrêtait pas de mettre en mémoire tampon et que les enfants étaient sur le point de se révolter. J'ai ouvert le tiroir où ma mère gardait des papiers divers, m'attendant à des post-it et de vieux coupons. Au lieu de cela, j'ai trouvé un dossier. À l'intérieur se trouvait leur itinéraire de vol, la confirmation de l'hôtel, la réservation de la voiture de location, des soins de spa en supplément, une excursion de plongée avec tuba, 5 nuits dans un complexe de luxe et le reçu, facturé sur ma carte de crédit. Ma carte de crédit. Celle à laquelle Manon avait eu accès il y a des années quand elle m'avait supplié de l'aider à réserver quelque chose d'urgent et avait juré qu'elle l'annulerait après. Apparemment, elle ne l'a jamais fait. Mon souffle s'est coupé comme si on m'avait donné un coup de poing. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai regardé la page jusqu'à ce que les mots deviennent flous. J'ai vérifié à nouveau, mon nom, ma carte,
mais point. Ce n'était pas seulement qu'il m'utilisait comme babysitter. Il m'utilisait pour financer le voyage. Et soudain, le message vocal en pleurs, le « tu nous manques », précipité, la pression pour que je rentre, le texto étrange de Manon me disant de me dépêcher, tout s'est mis en place. Ce n'était pas une invitation pour les fêtes. C'était un coup monté. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'hôtel. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai gardé une voix polie, stable, presque assez calme pour me faire peur. J'ai demandé de confirmer la réservation. Ils l'ont fait. C'était la mienne. C'était à mon nom. C'était facturé sur ma carte. Et à ce moment-là, quelque chose en moi est devenu parfaitement immobile, parce que maintenant, je savais exactement ce que j'allais faire. Je ne l'ai pas annulé tout de suite. Cela m'a surprise de moi-même. Je suis resté assise à la table de la cuisine pendant un long moment, le dossier ouvert devant moi comme une preuve sur une scène de crime. Numéro de vol, nom d'hôtel, les chiffres de ma carte de crédit à moitié cachés mais indubitables. Mes points de récompense soigneusement listés, comme si je les avais offerts. La maison autour de moi était à nouveau bruyante. Les enfants criaient à l'étage pour un jeu, l'un d'eux tapait du pied si fort que le plafond tremblait. La vie continuait comme si de rien n'était, et c'était presque pire. J'ai d'abord appelé l'hôtel, juste pour l'entendre à voix haute une fois de plus. La réceptionniste était polie, efficace, complètement inconsciente qu'elle parlait à quelqu'un dont la famille venait de faire exploser la confiance. « Oui, mademoiselle Dubois, dit-elle. La réservation est à votre nom. 5 nuits, suite avec vue sur l'océan, forfait spa et excursions incluses. Et tout a été facturé. » Oui, madame, ai-je dit. Payé en totalité. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis j'ai appelé la société de location de voitures. Même réponse, même confirmation calme, même sentiment dans ma poitrine, comme si quelque chose s'était brisé net en deux. Ce n'était pas encore de la rage. La rage vient plus tard. C'était de la clarté, celle qui ne tremble pas, celle qui s'installe. J'ai regardé l'heure, 23h17. Ils atterrissaient probablement à la Réunion à ce moment-là. Probablement en train de rire. Probablement en train de poster déjà des photos. Probablement en supposant que je serais en colère mais gérable, que je me plaindrais, peut-être que je pleurerais, mais que je finirais par arranger les choses comme je l'avais toujours fait. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas frappé les touches. Je ne me suis pas précipité. J'ai pris mon temps, comme si je faisais quelque chose de délicat au lieu de destructeur. Une réservation à la fois, l'hôtel d'abord. J'ai expliqué que j'étais le titulaire de la carte et que la réservation avait été faite sans mon autorisation. Le représentant m'a mis en attente, est revenu, s'est excusé et a procédé à l'annulation. Pas de remboursement, dit-il prudemment. Ce n'est pas grave, ai-je répondu. La confirmation par courriel est arrivée dans ma boîte de réception 1 minute plus tard. Réservation annulée, chambre libérée. Puis la voiture de location, puis les excursions. Excursion de plongée annulée, forfait spa annulé, transport retourné à l'inventaire. Un par un, j'ai regardé les plans s'évaporer. Les vacances qu'il préparait depuis une semaine se défaisaient tranquillement, proprement, sans drame. Quand j'ai fermé mon ordinateur portable, il était un peu plus de minuit. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas coupable non plus. Je me sentais fini. Les enfants se sont finalement endormis vers 1h du matin, emmêlés dans les couvertures, épuisés par le contre-coup émotionnel d'avoir été abandonnés et oubliés. Je les ai bordés, j'ai éteint les lumières et je suis resté là un moment, à regarder leur poitrine se soulever et s'abaisser. Rien de tout cela n'était de leur faute. Ils n'étaient que des dommages collatéraux dans un jeu que leur mère jouait depuis des années. Je suis sorti sur le porche arrière avec une bière que j'ai trouvée dans le réfrigérateur du garage. L'air de la nuit était froid, assez vif pour me vider la tête. Le ciel au-dessus du jardin était délavé par la lumière de la ville. Pas d'étoiles, juste une brume orangée. Pourtant, c'était calme. Le premier vrai calme que j'avais eu depuis mon arrivée. À 23h42, mon téléphone a vibré. Maman. Je n'ai pas répondu. Puis mon père. Puis Manon, encore et encore,
jusqu'à ce qu'un texto de ma sœur arrive enfin. Pourquoi ne pouvons-nous pas entrer dans l'hôtel? Que se passe-t-il? J'ai regardé le message, mon pouce planant sur l'écran. Je n'ai pas répondu. Une autre vibration, un autre texto. As-tu annulé la réservation? Dis-moi que non. Toujours rien. Puis, un peu après minuit et demi, le message qui a tout fait basculer. J'ai utilisé ta carte parce que c'était plus facile. J'allais te rembourser plus tard. Tu fais toujours tout un drame. Grandis un peu et arrange ça. Celui-là a eu une réponse. Ne t'inquiète pas, ai-je tapé. J'ai fini d'arranger les choses pour toi. Le téléphone est resté silencieux pendant une dizaine de minutes. Puis le ton a changé. Mon père a rappelé. Cette fois, son message vocal était différent, plus lent, prudent. Il a dit que ce devait être un malentendu, que peut-être la carte était encore active par accident, qu'ils étaient dans le pétrin et avaient juste besoin d'un peu de temps pour régler les choses. Ma mère a envoyé un long paragraphe qui ressemblait à des aveux et à une tentative de culpabilisation cousue ensemble. Elle a dit qu'elle ne réalisait pas que la carte était encore active. Elle a dit que Manon pensait m'avoir demandé. Elle a dit que la famille ne se fait pas ça. Manon n'a rien dit du tout. Ce silence m'a tout dit. Le lendemain matin, la colère avait disparu de leur message. À sa place, il y avait la panique. Je me suis réveillé avec 12 appels manqués, 2 messages vocaux bloqués et une série de textos de ma mère qui se lisaient comme une prière. Chacun plus doux que le précédent, chacun plus désespéré. Ils ne séjournaient plus dans un complexe hôtelier. Ils étaient dans un motel bon marché près de l'aéroport. Pas de plage, pas de climatisation, pas de remboursement. Et apparemment, les enfants de Manon avaient eu une intoxication alimentaire à cause de sandwichs douteux d'une aire d'autoroute. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai fait des crêpes aux enfants. Avec des pépites de chocolat cette fois. Je les ai laissés regarder ce qu'ils voulaient. J'ai arrêté d'essayer d'être strict. Une fois qu'ils ont réalisé que je n'étais pas là pour remplacer leurs parents, ils se sont calmés. Nous avons passé l'après-midi à construire le fort en oreiller le plus laid que j'ai jamais vu. L'un d'eux m'a dit, tout à fait sérieusement, maman dit que respirer profondément nous rend moins ennuyeux. Cette nuit-là, juste avant l'heure du coucher, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Pas de coup, pas d'avertissement. Manon se tenait là en tongue, les cheveux en désordre, le front brûlé par le soleil. Ma mère était derrière elle, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 3 jours. Mon père est entré en dernier, traînant leur bagage cabossé comme s'il venait de fuir quelque chose. Tu trouves ça drôle, a lancé Manon. Les enfants se sont figés. Je leur ai dit de monter. Ils l'ont fait, mais pas avant que l'un d'eux ne murmure, je t'avais dit qu'elle reviendrait en colère. Quand ils ont été hors de portée de voix, Manon s'est déchaînée. Elle m'a traité d'égoïste, a dit que j'avais ruiné ses seules vraies vacances depuis des années, que j'étais méchante et puérile et incapable de rendre un seul service à ma famille. Ma mère se tenait derrière elle, hochant la tête comme si tout cela n'était qu'un malentendu pour lequel je devais m'excuser. J'ai laissé Manon parler. 5 minutes complètes. Puis j'ai pris l'enveloppe sur la table de la cuisine et je l'ai glissée vers ma mère. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, confuse. « C'est le relevé bancaire » ai-je dit calmement. « Et ça » j'ai sorti une deuxième feuille, « c'est l'avis de mon avocat. » J'ai signalé la fraude. La pièce est devenue très, très silencieuse. Pendant un moment, personne n'a parlé. Ma mère fixait les papiers comme s'ils pouvaient se réarranger en quelque chose de moins terrifiant si elle attendait assez longtemps. Mon père a fait un pas en avant, puis s'est arrêté, la bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. Manon s'est reprise la première, comme toujours. Son choc s'est transformé en colère si rapidement que c'en était presque impressionnant. « Tu plaisantes » dit-elle. « Tu as vraiment fait ça ?» Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. « Tu as utilisé ma carte de crédit sans permission » ai-je dit. Plus de 3500 €. Tu sais comment ça s'appelle ? Manon a ri, un rire sec et cassant. Oh mon Dieu, tu exagères complètement. C'est la famille. Aucun juge ne prendra ça au sérieux. Ma mère a finalement levé les yeux. Amélie, a-t-elle murmuré, comme si elle essayait de calmer un animal sauvage. Chérie,
ralentissons un peu. On peut arranger ça. Tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. Ce mot encore. Arranger. Avant que je puisse répondre, Manon a fait son erreur. Elle a croisé les bras et a dit, vas-y, signale-le. Tu crois vraiment que maman et papa vont laisser quoi que ce soit à quelqu'un qui poignarde sa propre famille dans le dos? Ma mère a eu le souffle coupé, horrifiée que cela ait été dit à voix haute. Mon père s'est détourné, se frottant le front. Mais Manon n'a pas arrêté. Elle ne le faisait jamais une fois qu'elle se sentait acculée. Tu te crois maligne, a-t-elle continué. Tu crois que tu peux nous faire peur avec des avocats? Tu as besoin de nous. Tu en as toujours eu besoin. J'ai souri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était éclairant. Merci, ai-je dit, de confirmer exactement comment tu me vois. Puis j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Je devrais te prévenir, ai-je ajouté calmement. Je ne fais pas de menaces que je ne peux pas tenir. J'ai tapé sur l'écran et appuyé sur lecture. La voix de Manon a rempli la cuisine, forte et sans équivoque, enregistrée 2 jours plus tôt dans un message vocal qu'elle m'avait laissé quand elle pensait que l'intimidation fonctionnerait encore. J'ai utilisé ta carte parce que c'était plus facile, a grondé sa voix. Tu arranges toujours tout. Grandis un peu et arrange ça comme tu le fais toujours. La couleur a quitté son visage. Tu m'as enregistré, dit-elle, la voix soudainement petite. Je l'ai sauvegardé, ai-je répondu. Et je l'ai déjà envoyé à mon avocat. Ma mère s'est affalée sur une chaise comme si ses jambes l'avaient lâchée. Mon père est resté où il était, fixant le mur comme s'il pouvait expliquer comment tout avait si mal tourné. Manon a juré à voix basse, puis s'est tournée vers la porte. Ce n'est pas fini, a-t-elle lancé. Tu vas le regretter. Je n'ai pas répondu. Elle est sortie en trombe, claquant la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. La maison est devenue silencieuse d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Pas tendue, pas gênante. Vide. Je suis resté une nuit de plus. Pas pour eux, pour les enfants. Nous avons regardé un film. Je leur ai fait du pop-corn. Je les ai bordés et je les ai écoutés se disputer doucement pour savoir quelle peluche aurait l'oreiller. Quand la maison a finalement été plongée dans le noir, j'ai fait mon sac. Je suis parti avant le lever du soleil. Je n'ai pas nettoyé la cuisine. Je n'ai pas plié la couverture sur le futon du sous-sol. Je n'ai pas écrit de mots. J'ai posé la clé de la maison sur le comptoir et je suis sorti par la même porte qu'ils avaient empruntée en me laissant derrière eux sans demander. J'ai roulé directement jusqu'à Lyon, 8 heures sans m'arrêter. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur le siège passager, mais je n'ai pas regardé. Je savais déjà ce qui se passait. Manon était en train de réécrire l'histoire. À peu près en traversant l'Auvergne, je me suis arrêté pour faire le plein et j'ai regardé mon téléphone. 62 messages manqués, 12 messages vocaux, 6 appels de numéros inconnus, et la discussion de groupe de la famille, celle qui était silencieuse depuis des années, était soudainement animée avec plus de 100 messages. Manon était passée à la vitesse supérieure. Elle avait envoyé une version soigneusement éditée des événements à tous les parents ayant un téléphone. Selon elle, j'avais gâché ses vacances par méchanceté. Je les avais manipulés pour qu'ils utilisent ma carte, puis je les avais menacés de poursuites judiciaires. Elle a terminé par « La famille ne signifie rien pour elle ». Elle a changé. Cette dernière partie était vraie. J'ai fait défiler, et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. La première réponse est venue de ma tante Mélanie. Juste une phrase, ne m'as-tu pas emprunté ma voiture pour un week-end et me l'a rendue 2 mois plus tard avec une vitre cassée? Un autre message est apparu, de mon cousin Julien. Amélie n'a besoin de manipuler personne. C'est la seule de cette famille à avoir un travail qui n'implique ni commission ni excuse. Puis un autre, et encore un autre. Des histoires que je n'avais jamais entendues auparavant, de vieilles dettes, des prénoms remboursés, des fois où Manon était arrivée en retard ou pas du tout. Des Noëls qu'elle avait gâchés, des anniversaires qu'elle avait oubliés. Quelqu'un l'a qualifiée de « gouffre financier ambulant ». Quelqu'un d'autre a dit qu'elle faisait payer à ses invités leur propre nourriture à la fête d'anniversaire de ses enfants. Ma mère a essayé d'intervenir une fois. « Calmons-nous tous », a-t-elle écrit. Personne n'a écouté. Au moment où je suis entré dans le parking de mon appartement, la discussion de groupe était en feu.
L'alliance sur laquelle Manon avait toujours compté s'effondrait sous son propre poids. Elle avait enfin donné à tout le monde la permission de dire ce qu'il ravalait depuis des années. Cette nuit-là, mon père a appelé. Il n'a pas dit bonjour. Il s'est lancé directement dans une explication fatiguée sur la façon dont les choses avaient dégénéré, comment Manon n'avait jamais eu l'intention d'utiliser la carte, comment il serait peut-être préférable que nous nous asseyions tous pour parler comme des adultes. Je lui ai posé une question. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté quand tu as vu ce qui se passait? Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, je ne pensais pas que c'était si grave. Ça avait toujours été le problème. Rien n'était grave pour eux, à moins que cela ne leur coûte quelque chose. On a frappé le lendemain matin, juste avant midi. Je n'avais pas beaucoup dormi. J'étais resté éveillé, rejouant la nuit encore et encore, non pas avec regret, mais avec un étrange sentiment de finalité, comme si quelque chose de lourd avait enfin été posé après avoir été porté trop longtemps. Quand le coup a résonné dans mon appartement, je savais déjà qui c'était. J'ai ouvert la porte pour trouver ma mère dans le couloir. Elle semblait plus petite, en quelque sorte. Ses cheveux étaient attachés en arrière comme elle les portait quand j'étais enfant, et elle essayait d'avoir l'air calme tout en étant en colère ou effrayée. Elle portait le même manteau qu'elle mettait toujours quand elle était contrariée mais ne voulait pas que ça se voie, le manteau qu'elle portait aux réunions parents-professeurs, dans les salles d'attente des hôpitaux, au moment où elle avait besoin de paraître forte. J'ai conduit toute la nuit, dit-elle doucement. J'ai besoin de te parler. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Nous sommes restés là dans le couloir, la porte à moitié ouverte, la ville bourdonnant faiblement à travers les fenêtres derrière moi. Elle m'a dit que Manon s'était enfermée dans sa chambre, que les enfants restaient avec leur père pour la semaine, que mon père ne parlait à personne, que la famille s'effondrait. Et puis elle a dit la partie qui, selon elle, me ramènerait à ma place. Tu dois aider à arranger ça. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé pleurer doucement. Je l'ai laissé expliquer à quel point les choses avaient été difficiles pour Manon, à quel point le monde était stressant, qu'être une mère célibataire n'était pas facile, que des erreurs avaient été commises, mais que la famille pouvait sûrement les surmonter. Elle a dit que je surréagissais. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais blessé, mais que j'empirais les choses en tenant bon. Veux-tu vraiment être la raison pour laquelle cette famille se brise, a-t-elle demandé. Je l'ai regardée pendant un long moment. Puis je lui ai dit la vérité. Je n'ai pas brisé cette famille, ai-je dit calmement. J'ai juste arrêté de la maintenir unie toute seule. Elle a essayé de dire autre chose. Je ne l'ai pas laissé finir. Je ne vais pas m'immoler par le feu pour vous tenir au chaud, ai-je dit. Plus maintenant. Plus jamais. Elle m'a regardé comme si elle ne reconnaissait plus qui j'étais. Peut-être que non. J'ai reculé et j'ai doucement fermé la porte. Je suis resté là quelques secondes après le clic de la serrure, à écouter. Elle n'a pas frappé à nouveau. Elle n'a pas appelé mon nom. Au bout d'un moment, j'ai entendu le doux sifflement de l'ascenseur au bout du couloir. C'était la dernière fois que j'ai vu ma mère en personne. Plus tard ce jour-là, mon avocat a appelé. Manon avait finalement répondu par l'intermédiaire d'un avocat. Il ne niait pas les accusations purement et simplement. Ils essayaient de tourner la situation, prétendant que j'avais donné mon consentement implicite en partageant l'accès à la carte il y a des années. Mon avocat a ri en l'expliquant. Elle veut que cela se règle discrètement, a-t-il dit. Elle sait que son dossier ne tient pas la route. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce soir-là, j'ai reçu un message de quelqu'un d'inattendu, l'ex de Manon. Il a dit qu'il avait entendu ce qui s'était passé, qu'il n'était pas surpris, qu'il avait vécu quelque chose de similaire il y a des années. Situation différente, même schéma, culpabilité, manipulation, sentiment de dû, et quand ça ne marchait pas, menace et victimisation. Tu n'es pas la première personne qu'elle a utilisée, m'a-t-il dit au téléphone. Tu es juste la première qui s'est défendue. Cela m'est resté. À la fin de la semaine, mon avocat a rédigé une offre finale. Pas de tribunal, pas de poursuite, pas d'embarras public. Une condition, remboursement intégral de chaque euro facturé sur ma carte, par écrit, par l'intermédiaire de son avocat, dans les 90 jours. Pas de prolongation, pas d'excuses. La réponse de Manon était prévisible, une crise de colère déguisée en courriel juridique. Elle a affirmé ne pas avoir l'argent, que cela la ruinerait, que je punissais ses enfants.
Cette dernière partie a fait trembler ma main. J'ai dit à mon avocat de poursuivre. Les semaines suivantes ont été calmes de la manière dont les tempêtes se calment avant de passer. Ma mère est entrée en silence radio. Mon père a envoyé une carte générique par la poste sur le pardon et la guérison. Je l'ai jetée sans l'ouvrir. Puis un après-midi, la confirmation est arrivée. Remboursement intégral. Chaque euro. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, non pas parce que j'étais surprise, mais parce que cela confirmait quelque chose que je savais déjà. Elle n'était pas désolée. Elle avait peur. J'ai fait un dernier voyage quelques semaines plus tard, non pas pour voir quelqu'un, juste pour vider un garde-meuble que je payais près de la maison de mes parents depuis des années. Des boîtes de choses que j'avais gardées parce qu'elles me semblaient être une preuve d'appartenance. De vieux vêtements, des livres, une manette de jeu cassée que je n'ai jamais réparée, une boîte à chaussures pleine de photos de famille au coin corné, sentant légèrement la poussière. J'en ai regardé peut-être 5. Puis j'ai fermé la boîte et je l'ai laissée dans le tas des dons. Je pensais que je ressentirais quelque chose. Je n'ai rien ressenti. Sur le chemin du retour, ma tante m'a envoyé un texto pour m'inviter à une petite réunion de famille qu'elle organisait. La Toussaint approchait. Elle a dit qu'elle espérait que je viendrais. Je l'ai remerciée et j'ai dit non. La Toussaint est passée. Elle m'a envoyé plus tard une photo de la table du dîner. La moitié des chaises étaient vides. Manon n'est pas venue. Mes parents non plus. Elle a écrit, le drame n'a manqué à personne. Noël est arrivé ensuite. Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas rentré à la maison. Je suis resté à Lyon et je suis allé à une auberge espagnole des rejetés des fêtes, organisée par un collègue. Un groupe de personnes qui avaient toutes coupé les ponts avec des familles toxiques étaient assis, buvant du vin en cubis, mangeant des lasagnes trop cuites et jouant à des jeux de société stupides. C'était bruyant, gênant et imparfait. C'était aussi le meilleur Noël que j'ai eu depuis des années. Il y avait un gars là-bas qui parlait à peine calme, maladroit. Il a mentionné qu'il avait coupé les ponts avec son père après des années de manipulation émotionnelle. À un moment donné, il m'a demandé comment j'avais su qu'il était temps de partir. Je lui ai dit quelque chose que j'avais lu une fois il y a des années, à l'époque où je pensais encore que j'étais peut-être le problème. S'ils ne t'ont pas traité comme un membre de la famille quand ils t'avaient, ai-je dit, ils ne peuvent pas parler de trahison quand tu pars. Cette vérité s'est installée en moi comme si elle avait toujours été là, en attente. Les mois ont passé. Pas d'appel, pas de message culpabilisant, pas d'urgence soudaine. Le silence s'est étiré, au lieu de me sentir vide, je me sentais bien. En février, j'ai nettoyé ce qui me liait encore à cette ancienne version de ma vie. J'ai donné ce que je ne voulais pas. J'ai jeté ce qui n'avait pas d'importance. J'ai cessé de porter des morceaux de gens qui ne m'avaient jamais porté. Puis un après-midi, j'ai reçu un dernier texto de Manon. 4 mots. Es-tu heureuse maintenant? Je n'ai pas répondu. Parce que je n'étais pas du genre de bonheur qui saute de joie ou publie des citations en ligne. J'étais du genre silencieux. Le genre où tu te réveilles et ton estomac n'est pas noué. Le genre où tes projets t'appartiennent. Le genre où tu cesses de te sentir comme le plan de secours de quelqu'un d'autre. Je ne leur parle plus. Je ne le ferai probablement jamais. Mais je